Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'art des livres que je diffuserai également sur ma chaîne YouTube des mémoires d'Adrien. Et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir sur l'art des livres Chedli Benassine pour son ouvrage que je montre bien à l'écran, Bouloulou, aux éditions Prisma. Chedli Benassine, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Adrien, bonjour à tous et merci pour l'accueil. Je suis vraiment content parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lis pas tout le temps, pas souvent même des romans d'horreur, mais là j'y reviendrai pendant cet entretien pourquoi j'ai aimé et pourquoi c'est vraiment un roman d'horreur dans sa définition, c'est-à-dire que l'effroi, le stress et même l'inquiétude montent jusqu'à la fin, puis en plus à la fin on a même le plaisir d'avoir une sorte de révélation finale assez incroyable. Donc vraiment, restez jusqu'au bout, même si vous avez un peu peur dans certaines scènes, restez jusqu'au bout parce que c'est un support roman qui jusqu'au bout vous tient en haleine. Donc vraiment félicitations pour ce premier roman. Merci beaucoup. C'est mon tout premier et j'ai hâte de pouvoir entamer la suite de cette carrière parce que c'est vrai que auteur, c'était l'un de mes rêves. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir exploiter ça. Je suis bien content que le Bouloulou ait pu atteindre sa cible et j'ai Hmm. hâte de voir ce que me réserve l'avenir et l'avenir de l'écriture. Alors justement, est-ce que tu pourrais te décrire, te présenter à nos auditeurs et à mes abonnés, parce que tu es un être multifacette, quoi. J'ai l'impression que tu fais de tout, quoi. C'est assez extraordinaire, quoi, je trouve. Oui, alors je pense que ça fait partie à la fois de mon plus gros défaut, mais ma plus belle qualité, c'est mon adaptation. Forcément, j'arrive à m'adapter à toute situation et à faire pas mal de choses. Je suis assez polyvalent. Et c'est vrai que moi, je suis principalement entrepreneur. Donc finalement, on en revient à ça, l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre des projets, peu importe leur facette, peu importe leur fond, leur forme. Et aujourd'hui, voilà, donc je suis principalement donc entrepreneur. Mhm. Donc, j'ai une agence de communication que je gère. C'est l'une de mes entreprises. J'ai aussi une agence de tourisme. Je gère aussi un média et je gère aussi beaucoup d'autres projets. Donc ça, c'est sur la partie business entre guillemets. Et sur le plan un petit peu plus personnel, mais ça reste professionnel étant donné que l'entrepreneuriat, la barrière est très fine entre le perso et le pro. Je suis aussi créateur de contenu ce qui me permet de développer tout plein d'idées, de concepts sur les réseaux sociaux et de parler de tout plein d'idées. Mais au final, je peux aussi partager mes projets dans le cadre du personal branding en présentant toutes mes entreprises. Et donc, je suis créateur de contenu spécialisé dans la pop culture. Et Ouais. aujourd'hui, je suis aussi auteur, donc romancier. Et donc, j'ai écrit mon premier roman Bouloulou, premier d'une longue lignée. C'est tout ce que je me souhaite. On va le résumer, si tu le veux bien, ton roman Bouloulou. C'est l'histoire d'Alexis, nous dit le quatrième de couverture, qui est un garçon rêveur qui s'ennuie chez lui, avec un père très autoritaire. Il est inscrit en école de commerce, mais il rêve de devenir peintre, nous dit encore une fois le résumé. Et en fait, c'est le seul moment où il se sent un peu bien dans sa tête. Mais il sent très vite une sorte de présence malveillante autour de lui. J'espère ne pas mal le prononcer, mais c'est un djinn, c'est ça, mystérieuse C'est ça. créature du monde arabe qui a la forme un peu fantomatique, terrifiante, qui lui apparaît. Et en fait, il est convaincu que ce djinn est autour de lui et le terrorise depuis enfant, depuis un événement particulier que tu racontes dans ton livre. Et en fait, c'est l'histoire voilà, de cet homme qui, petit à petit, progressivement, va être de plus en plus hanté et de plus en plus même atteint par cette créature qui est autour de lui. Et ma première question, c'était que j'ai lu que c'était une créature légendaire de la culture arabo-musulmane, et j'aurais bien aimé que tu me la présentes un peu plus, parce que c'est déjà une sacrée prouesse d'intégrer une créature légendaire comme ça de la culture arabo-musulmane dans un récit contemporain. Avec grand plaisir. Alors, le djinn, pour commencer, donc le type d'entité qu'est le bouloulou, le djinn, c'est une créature qui est très bien définie dans le Coran et donc dans les livres de la culture arabe, mais musulmane principalement.
Le djinn, on va dire un très grossièrement, c'est l'alter ego de l'humain. C'est, si tu veux, nous, Dieu a créé le monde. Alors, je suis musulman et croyant, donc partez de ce principe-là et n'hésite pas surtout à me poser des questions si tu vois que c'est flou. Mais voilà, dans la création du monde, on a plusieurs dimensions. On en a deux. On a celle des humains. Donc aujourd'hui, celle des humains nous permet donc de vivre comme humains de tous les jours, mais on est dans l'incapacité de voir la deuxième dimension qui est celle des djinns. Eux ont la capacité de nous voir, mais ils ne peuvent pas interagir avec nous. Et c'est ce qu'on va grossièrement appeler dans notre culture occidentale les fantômes, les esprits, etc. Le monde, nous sommes des créatures faites d'argile ou de terre en fonction des différents écrits, et les djinns, eux, sont faits de feu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais et que ce sont des créatures de l'enfer ou autres. C'est simplement un monde parallèle au nôtre. Chacun a son monde et on ne peut pas interagir les uns avec les autres à condition d'entrer dans de la sorcellerie et dans des incantations, etc. Ce qui est formellement interdit, ce qui est le pire péché dans l'islam. Le monde des djinns, on a énormément de récits, d'écrits, des histoires, des faits qui sont rapportés sur le fait qu'on ait pu en croiser. On a une très bonne description de ce à quoi ils peuvent ressembler. Et donc, moi, j'ai intégré aussi des histoires inspirées d'histoires réelles dans le livre Bouloulou. Mais le reste, c'est bien évidemment de la fiction. Dans le roman, on va avoir aussi un personnage qui nous rapporte des faits réels. Et à ce moment-là, ce sont des faits qui ont été rapportés donc par une chaîne de transmission, donc avec un héritage, donc avec l'oncle qui rapporte ça à son petit neveu, par exemple, et qui finalement ont fini directement chez moi. Et donc, moi, je me permets de les rapporter à travers cet ouvrage qui est le Bouloulou. Le Bouloulou, lui, plus spécifiquement, donc c'est un djinn qui a été créé, donc pareil, à travers un petit peu le folklore plutôt maghrébin. C'est vrai qu'en Arabie, on le connaît un petit peu moins, le Bouloulou, c'est plutôt maghrébin. Donc, les Tunisiens, principalement avec les Marocains et les Algériens, donc pas forcément les Libyens ou les personnes en Mauritanie ou l'Égypte, hein, si on les compte dedans. Donc aujourd'hui, c'est principalement les Tunisiens, les Algériens et les Marocains qui connaissent le bouloulou. Et donc en fait, le bouloulou, c'est un outil. C'est vraiment un outil, c'est vraiment le loup, c'est vraiment ce qu'on va utiliser pour faire peur aux enfants maghrébins pour qu'ils restent calmes. Donc d'où la phrase qu'on retrouve donc au premier chapitre. Reste tout seul avec le bouloulou, qui à la base devait être le titre du livre. Reste tout seul avec le bouloulou. Mais déjà que Bouloulou c'était compliqué, donc on n'allait pas complexifier le tout. On a tous déjà entendu le nom Bouloulou. Et c'est vrai que ça résonne énormément. Et donc moi, c'est ce qu'on utilisait beaucoup, notamment ma sœur qui me disait attention, fais attention au bouloulou, il va t'attraper, etc. Bon, ça me faisait pas super peur, hein. Je trouvais ça plus amusant qu'autre chose. Mais c'est vrai que c'est resté. Et aujourd'hui, je l'utilise vraiment pour le fun, pour dire voilà, avec des potes, hein, reste tout seul avec le boulou, tu sais, pour leur faire peur un petit peu. Et donc c'est comme ça que je voulais nommer mon livre. Et c'est un petit peu le monstre que je voulais absolument recréer, à la fois pour un hommage à cette créature qui nous fait tous un petit peu peur, aussi dans des idées de découverte de notre culture, et aussi pour faire passer un très gros message, parce que c'est à la fois, c'est vraiment le fond du livre. Même si sur la forme, on reste sur un garçon qui se fait hanter par une entité fantomatique, etc., c'est assez banal. Sur le fond, on est vraiment sur un livre contre le racisme, contre la discrimination, contre les violences psychologiques et contre l'islamophobie. Donc là, déjà, ce que j'apprends, c'est qu'il y a un endroit où il y a d'autres djinns comme ça qui sont similaires au Bouloulou. Alors, c'est pas forcément rassurant pour les personnages de l'univers que tu as créé, quoi. Ouais, le Bouloulou est simplement un djinn parmi tant d'autres. Ah C'est oui. son djinn à lui, en fait. On va dire que c'est le djinn qui lui a été attribué, entre guillemets, ou qui a été attribué aux enfants turbulents, par exemple. Mais si tu veux, les djinns, il y en a partout. Il y en a juste à ma droite, il y en a à ma gauche. Ils sont partout. Et comme les humains, il y en a des bons et des mauvais. Donc c'est pour ça que nous, on se protège en tant qu'humains et aussi en tant que musulmans, on se protège des djinns et donc du mauvais œil, parce que quand on parle à voix haute de nos projets, par exemple, il se peut que le mauvais djinn doit se situer quelque part dans mon salon décide de me porter la poisse, en fait, tout simplement.
de me porter l'œil. Je fais toujours en sorte, en tant qu'humain et musulman, encore une fois, de ne pas m'attirer le mauvais œil. Et donc, j'essaye d'être la meilleure personne que je peux être pour éviter de m'attirer bah, la jalousie de certains humains, mais aussi certains djinns, tout simplement. Mais alors du coup, moi qui ne connaissais pas bien du coup ces figures culturelles qui découvrent du coup, et c'est très éclairant avec ce que tu dis, je m'étais fait une mauvaise image parce que lorsque je lisais le livre, toi qui aimes bien la pop culture et les mangas, je sais, en tête parfois j'avais, mais je me rends compte là maintenant que c'était une erreur, mais que j'avais Death Note en tête avec ces créatures comme ça que tout le monde ne voit pas et qu'il y en a un peu partout et qui a un monde comme ça parallèle ou qui peuvent arriver, mais du coup là avec ce que tu me dis, je vois bien que ça n'a en fait aucun rapport quoi. Il y a un rapport, il est fin quand même, mais il y a un rapport en effet. Un Shinigami, donc un dieu de la mort, c'est Hmm. l'image que beaucoup de personnes en Orient ont des djinns en fait. Ah d'accord, Donc de ce d'accord. côté-là de l'Asie, par exemple, ils appellent ça Shinigami, Yokai, des fois aussi Yori si je dis pas de bêtises. Alors je suis pas professionnel de la culture japonaise et du paranormal japonais, même si je m'y intéresse de plus en plus. Mais c'est vrai que voilà, le yokai, c'est un petit peu notre Jin, et c'est aussi un peu le Shinigami de Death Note ou celui de Bleach, par exemple. Donc on peut le retrouver sous plusieurs formes. Et comme dans Bleach notamment, on peut avoir la version méchante, comme on peut avoir la version gentille qui nous protège et qui fait office d'ange gardien en fait, ou de bon Jin. D'ailleurs, je pense que ton roman pourrait être un parfait pour être adapté en manga. On est dans l'ordre du rêve, mais si on devait imaginer un grand mangaka qui devait l'adapter, tu choisirais lequel là? Si tu pouvais choisir n'importe quel mangaka, mort ou vivant, pour l'adapter, ça serait lequel? Je pense que c'est celui qui m'inspire le plus aujourd'hui dans mon écriture, ça va être Urasawa, Ah oui, bah, c'est mon préféré. auteur de 20th Century Boy, Ouais, Billy Bat, qui est mon préféré plutôt en partie, et sa masterpiece hein, qu'on reconnaît à chaque fois, c'est Monster, bien pardon. sûr. Donc c'est vrai que derrière, il a un style au niveau du dessin et au niveau de l'écriture qui reste très réaliste. On sait que un Anglais un Britannique est britannique à la manière dont il dessine, on sait qu'un Allemand est un Allemand à la manière dont il dessine, Bien sûr, et ouais. c'est ce réalisme que moi j'apprécie énormément, que je verrai pour Bouloulou forcément. Et bien Hmm, évidemment, il y a tout ce qui est lié au plot twist. Urasawa est un maître hein, forcément du plot twist et du retournement de situation et absolument. du brain explosion. Donc c'est vrai que ce serait peut-être le mangaka qui pourrait le faire dans un autre univers. Je suis bien d'accord. Puis en plus, dans son œuvre là, en cours, il met en scène des kaiju dans Asadora, donc finalement, il se met à dessiner Ouais, des lui créatures, donc ça va, c'est un maître des il créatures, hein. sait faire. Ouais, il sait faire Il sait faire, les il sait créatures. faire. Et le Bon, meilleur exemple, je pense que c'est avec Billy Bat, hein. oui, absolument, avec Billy Bat. Et d'ailleurs, moi, j'ai aussi un lien très particulier avec Billy Bat parce que le Pays Basque est souvent évoqué, moi qui viens du Pays Basque, le Pays Basque est souvent évoqué. Et je me souviens, quand j'avais vu ça dans un tome de Billy Bat, j'avais été, wow, la carte du Pays Basque dans un manga de Urasawa, j'étais pas prêt. Euh, C'est clair. tu as fait un pari assez fou quand même pour un premier roman, mais qui réussit, de l'écrire à plusieurs époques. Est-ce que pour toi ça a été évident de suite de le faire et est-ce que ça a été facile pendant ton écriture? Au niveau de l'écriture, faut savoir que moi j'ai été beaucoup accompagné. Donc j'ai un sensei hein, qui s'appelle Théo Lemâtre, qui aujourd'hui est un auteur assez reconnu, qui écrit beaucoup de romances. Et donc je l'ai emmené dans l'aventure avec moi pour m'accompagner dans l'horreur. Il a tout de suite aimé l'idée, il a complètement adoré le challenge et on a travaillé ensemble là-dessus. L'écriture nous a pris quelques mois, c'était pas super long étant donné que je savais où est-ce que je voulais aller avec cette histoire et lui m'a montré comment arriver à cette histoire-là. Donc moi, je savais le pourquoi, je savais le où, je savais le quoi, et lui m'a vraiment aidé avec le comment, et donc ça a facilité énormément de choses. Aujourd'hui, je refusais de me lancer dans une aventure complètement seule, à écrire un manuscrit et le lancer à des maisons d'édition et leur dire, oh, regardez-moi, j'ai 2 millions d'abonnés, faites ça, ça va exploser, etc. C'était hors de question. Je voulais me lancer dans un nouveau pari, je voulais me lancer dans une nouvelle aventure sans pour autant aller cracher sur le travail des personnes qui ont étudié pour
atteindre ce niveau-là, ou qui ont mis des heures et qui ont déjà publié énormément de livres avant de connaître le succès. Je ne voulais pas prendre la place de ces personnes-là, donc il fallait absolument que cette frappe compte absolument, que ce tir compte avec ce premier ouvrage. Et donc, au niveau des différentes mécaniques qu'on retrouvera forcément, alors peut-être pas celle-ci spécifiquement, mais on retrouvera des mécaniques assez dynamiques dans mes prochains livres. Encore une fois, je me le souhaite. C'est que je ne voulais pas être sur une histoire linéaire, je voulais être sur une aventure qui va nous dépayser, donc à la fois sur, encore une fois, le fond, avec les messages, donc sur les différents messages que j'ai envie de faire passer, tout simplement, et derrière sur la forme, avec, encore une fois, la structure du texte qui allait nous envoyer, qui allait nous téléporter dans différentes époques, dans différents endroits et dans différentes histoires. Encore une fois, on y retrouve aussi des histoires avec une différente typographie, une différente police. Oui, Et donc ça, ce sont les histoires vraies, entre guillemets. Donc derrière, on a chaque chapitre qui se passe, on a un chapitre qui va se faire au passé, pour commencer, et un chapitre au présent. Et donc, on est sur une mécanique de flashback, flash forward ou alors flashback et présent. L'idée, c'était que les deux histoires finissent par se rapprocher à un moment donné et qu'elles finissent par se relier. Mais je voulais écrire l'histoire en parallèle de comment une victime euh, subit la hantise d'un monstre, d'une créature dans un premier temps, et dans le passé, comment ce monstre est en réalité la société, comment est-ce que cette hantise finalement est humaine avant toute chose? Comment est-ce que notre personnage principal est hanté avant toute chose par les humains avant finalement de personnifier cette créature? Enfin, comment est-ce qu'il a personnifié, je veux dire, l'humanité puis la société à travers cette créature? Donc en fait, il est toujours hanté, peu importe la seconde et l'époque et l'endroit dans lequel il vit, il sera toujours hanté par quelque chose, que ce soit l'humain ou cette créature ou son esprit. Bref, je ne vous en dis pas plus. justement, c'était ma prochaine question, sans aller dans le fond, parce qu'en fait, on voit un personnage qui, effectivement, te explique par son passé qu'il était hanté par les êtres humains avant d'être hanté par cette créature, et qui finalement va... Oui, sa vie va être de plus en plus bouleversée par tout ça, et on voit à quel point on est presque terrifié par rapport à tout ce qui lui arrive à partir de là. Et ça finit par un retournement de situation que je ne vais pas révéler, mais je voulais savoir si toi, dès le début, tu savais que ça allait finir comme ça, et si pendant tout ton processus de création, tu avais ça en tête avec une sorte de manipulation du lecteur, parce qu'à la fin, on se sent presque manipulé, d'avoir été manipulé. Ouais, complètement. Alors, si tu veux, la manière dont j'ai pensé cette histoire, c'est j'avais le début et j'avais la fin Hmm. et je n'avais pas ce qu'il y avait au milieu. Donc, ça a été une aventure Ah ouais, que j'ai vécue ça c'est fort. que j'ai vécu en linéaire pour le coup. Ça a été mon aventure qui était linéaire, mais pas celui du protagoniste. Mais c'est vrai que derrière, je savais comment ça allait commencer et comment ça allait terminer. Et ensuite, j'ai construit à travers justement ce début et cette fin, tout le fil narratif et tous les personnages et toute la construction du récit. Donc ça a été hyper challengeant. C'est pas une manière d'écriture, c'est pas une manière d'écrire que je recommanderais forcément. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire mon deuxième roman, toujours dans l'horreur, beaucoup plus thriller, un petit peu plus polar. Mais c'est vrai que dans l'idée, c'est pas du tout le même mécanisme. Parce qu'en fait, l'idée du livre Bouloulou, ce n'est pas un livre à concept. Je ne dirais pas que c'est un livre à concept. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si on a vraiment une appellation pour ça. En tout cas, c'est ce que j'appelle des livres à concept. Ce sont des livres qui, pour le coup, tu peux en une phrase les décrire et les vendre, et c'est très facile parce que tu as cette espèce de catchphrase. Par exemple, aujourd'hui, on a un film qui est sorti au cinéma, un film d'horreur qui s'appelle Weapons, ou alors Évanoui en français. Et donc, Weapons, c'est très simple. À 2h17 de la nuit, 17 enfants sont sortis de chez eux et ne sont jamais revenus. Ça, c'est un concept. Dans l'œuvre cinématographique de Night Shyamalan, qui est Trap, on sait qu'on va suivre dans un huis clos un tueur en série qui a été emprisonné dans un concert et qu'on va essayer de trouver. Donc en fait, ça, ce sont des œuvres à concept. Ça, c'est l'histoire d'un clown qui vient hanter des gosses. Voilà, tout ça, ce sont des concepts.
Le Bouloulou, c'est très différent. C'est une histoire qui doit se lire et en fait, tu n'as pas d'argument à proprement parler pour vendre Bouloulou. Tu ne peux pas simplement aller voir un ami et lui dire, il y a un plot twist de ouf, tu dois aller lire. Ou alors, le monstre est incroyable, tu dois aller lire ceci, cela. C'est l'histoire d'un garçon qui se fait hanter et point barre, en fait. On n'a pas réellement de concept Hmm. derrière parce que on connaît 50 histoires où des garçons ou des filles sont hantés, en fait, par des entités fantomatiques. Et donc, c'est là où ça a été hyper challengeant. Là où mon deuxième livre, pour le coup, et je l'espère mon troisième et mon quatrième, que j'ai déjà en tête et que j'ai déjà écrit sur mes notes, eux, ce sont des concepts. Pour le coup, ce sont des concepts, donc beaucoup plus faciles à vendre, beaucoup plus faciles à présenter. Pour le coup, Bouloulou, ce qui va attirer le côté cool en termes de marketing et de branding, c'est que ça s'appelle Bouloulou et ça va faire écho à la fois aux personnes qui se demandent bah, qu'est-ce que c'est que le Bouloulou. Il y a ceux qui vont trouver ça marrant comme titre, un petit peu comme Babadook. Donc ça, c'est aussi une référence à cette œuvre que j'apprécie énormément. Et pour finir, bah, ça va faire écho aussi aux personnes qui connaissent le Bouloulou dans les communautés maghrébines et arabes. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'histoire, c'est l'aspect vraiment psychologique et comment, même avec un premier roman, tu arrives à non seulement manipuler le lecteur, donc ça c'est très fort, mais aussi à manipuler tes personnages, quoi. Comment leur psychologie, elle évolue au fur et à mesure du livre et ça se ressent vraiment. Et ça, je trouve que c'est le plus difficile vraiment quand on écrit, parce que lorsqu'on écrit, on n'a pas le côté visuel, la musique, ce qu'a le cinéma, ce que peut avoir même les jeux vidéo, ce que peut avoir les bandes dessinées. Là, tu n'as que ton écriture et réussir à faire évoluer la psychologie de personnage qu'à travers ton écriture. Et avec en plus différents personnages et avec en plus différentes époques, c'est là on voit qu'il y a eu du vrai travail derrière et que c'est pas juste je profite comme tu dis tout à l'heure tous mes abonnés que j'ai sur les réseaux sociaux, je sors mon livre parce que j'ai envie de sortir un livre. Non, on voit que tu t'y es mis à fond, tu as beaucoup travaillé et franchement, c'est un excellent livre que j'ai déjà conseillé, mais que je refais à travers cette vidéo et ce podcast. C'est très gentil et je dis ça avec toute modestie et humilité. Quand je reçois des compliments, c'est juste le plus grand cadeau que peut me faire ce monde parce que aujourd'hui, c'est mon rêve. C'est mon rêve d'être écrivain, c'est mon rêve d'être scénariste, auteur, de raconter des histoires. C'est mon plus grand rêve avec celui d'être professeur et donc de partager bah, mon vécu et mon expérience pour essayer de créer de la valeur. Et donc ces deux rêves aujourd'hui, je les atteins par l'outil, bien évidemment, de la création de contenu et du partage. C'est ça Hmm. qui aujourd'hui m'a donné cette. C'est un outil que j'utilise, voilà, grâce à la notoriété, grâce à la création de contenu, grâce au fait que je m'expose sur les réseaux sociaux, bah, j'utilise ça comme un outil pour pouvoir accomplir certains projets, certains de mes rêves. Donc aujourd'hui, je ne peux pas cracher dessus. Ça fait partie de mes racines. J'en suis très fier. Je suis très content d'être le TikToker, le YouTuber, l'Instagrammeur, le streamer, etc. C'est très cool. Bien évidemment, je ne souhaite pas être catégorisé. Ça fait toujours mal quand on vient me dire, ouais, c'est un TikToker qui a fait un livre, etc. Mais je voulais absolument m'en détacher. Et c'est vrai que euh, cette casquette-là reviendra très souvent et je ne cherche pas forcément à m'en débarrasser comme si c'était un poids parce qu'aujourd'hui ça fait partie de moi et c'est grâce à ça que j'arrive à mes fins. Mais c'est vrai que derrière, aujourd'hui, il ne faut pas voir le Bouloulou comme une énième œuvre ou comment dire moyen de monétiser et de faire beaucoup d'argent pour un créateur de contenu avide d'argent, etc. Au contraire, c'est mon life goal, c'est mon objectif de vie de pouvoir raconter des histoires. Et donc, alors, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas ma première histoire publiée. J'ai déjà été publié aux États-Unis pour une mini-nouvelle que j'ai sortie. Un Hmm. mini roman que j'ai sorti donc et qui a été publié donc dans un magazine littéraire universitaire et qui avait eu beaucoup de succès donc très similaire avec un plot twist et je veux dire très aussi orienté culturel avec des éléments de religion etc. Et donc j'en suis très content et j'espère encore une fois ce n'est ni mon premier ni mon dernier ouvrage. Et dans l'idée aussi, la manière dont j'ai écrit le Bouloulou, comme tu l'as dit, il y a du travail derrière. Il y a du travail derrière. Ça a été énormément de réunions pour essayer bah, d'avancer dans mon niveau, à la fois sur le storytelling, à la fois sur l'écriture, sur le développement des personnages et sur les différentes situations. Et aussi un travail qu'on oublie souvent, c'est le travail de recherche. Oui. Aujourd'hui, certes, tu as des idées, mais les idées ne viennent pas
pop de nulle part. Il faut que tu ailles les chercher, il faut que tu ailles les remodeler, il faut que tu les adaptes en fonction du récit. Et moi aussi, j'ai essayé. L'histoire est très sombre du Bouloulou. C'était très pénible d'écrire certains passages. Je me suis pas juste amusé à torturer mes personnages psychologiquement ou physiquement. C'était pas J'imagine. forcément amusant. C'est parce que derrière, c'est aussi ce que beaucoup de personnes subissent au quotidien. Quand on parle d'agression sexuelle, quand on va parler de racisme, quand on va parler de parents ou de frères et sœurs qui vont vous faire subir des choses horribles, bah, ça existe ça existe dans notre monde. Je remercie le Seigneur aujourd'hui parce que ce n'est pas ce que j'ai subi par rapport à tout le milieu familial, mais moi, ce que j'ai subi, c'est la société qui me l'a fait subir, et c'est ça qui a été mon premier moteur dans l'écriture du Bouloulou. Aujourd'hui, le Bouloulou, c'est un petit peu mon Bouloulou à moi, est différent de ton Bouloulou, et mon Bouloulou, c'est le fait, il y a quelques mois ou quelques semaines, de me faire virer de mon appartement parce que j'étais musulman et parce que mon Hmm. propriétaire ne voulait pas de musulmans chez lui. Ce qui a fait que j'ai dû m'exiler pendant 2 semaines ailleurs avec ma femme parce que je n'en peux plus de cette pression constante de ne pas être, de travailler et de ne pas avoir ce que je mérite, c'est-à-dire simplement un endroit où vivre. Et donc quand tu te fais virer de chez toi, pas pour ce que tu représentes et pas pour ce que tu fais, parce que ce que tu fais, c'est juste incroyable. Tu travailles dur et tu t'acharnes pour être le plus exemplaire possible. Et en fait, on te fait vivre des choses comme ça. Donc ça, c'est mon bouloulou, ça, c'est mon quotidien. Et ça, je le vis depuis 4 ans. Et le seul moment où j'ai eu un répit, c'est quand je vivais 5 ans aux États-Unis. Donc tu vois, chacun a son bouloulou. Et tu vois, pour beaucoup d'Américains, les États-Unis représentent leur bouloulou, mais moi, ça a été une aubaine. Donc, tu vois, le bouloulou est différent pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que le dernier point sur lequel j'aimerais discuter, c'est aussi le moment où j'ai dû m'entourer de beaucoup d'horreur. J'ai joué à des jeux vidéo d'horreur, j'ai enchaîné des livres d'horreur, j'ai dû regarder des films d'horreur, avec plaisir toujours. Mais à des moments, c'est très difficile parce que aujourd'hui, je suis en train d'écrire mon deuxième livre. Et donc, aujourd'hui, je me suis entouré avec tellement d'horreur et mon quotidien aussi a eu beaucoup d'éléments d'horreur. Et les réseaux sociaux sont remplis de choses horrifiques avec ce qui se passe, notamment dans le monde, au Moyen-Orient. Tous ces éléments-là ont fait que pour la première fois en 30 ans de vie, je viens d'avoir 30 ans, je me suis réveillé en sursaut et en criant. Et donc ça, c'est un Hmm. travail qu'on oublie très souvent et qui est intéressant de documenter. C'est la première fois que j'en parle publiquement. Et c'est vrai que c'est intéressant de documenter ces éléments-là parce que voilà, j'ai 30 ans et je ne savais pas que, enfin, j'ai vu ça dans les films, hein, les gens qui se réveillent avec des cauchemars, etc. Mais je ne savais pas que ça pouvait m'arriver. Ça m'est arrivé 2 fois en l'espace de 2 semaines. Et je trouve ça fou. J'ai conditionné mon cerveau à beaucoup d'horreur et mine de rien, ça a payé parce que c'est vrai que la deuxième histoire le deuxième livre que je suis en train d'écrire, bah, il a une certaine violence et je suis très fier de l'histoire et je pense qu'il est au moins 1 milliard de fois mieux écrit et mieux pensé que Bouloulou. Et donc, en fait, j'espère que, en tout cas, c'est mon ressenti et j'espère que j'aurai toujours ce sentiment d'écrire quelque chose et de livrer quelque chose, un produit qui a un niveau exponentiel. Et en tout cas, j'en suis très content et j'espère aussi, lors de sa publication, j'espère l'année prochaine que beaucoup de gens qui ont lu Bouloulou auront ce feeling aussi. Ah bah, j'ai hâte de le lire, en tout cas, pour ma part. Alors, C'est gentil. il y a une tradition sur l'art des livres, sur mon podcast, c'est que je demande, quoi qu'il arrive, qui que je reçoive, que ce soit des philosophes, essayistes, économistes, romanciers ou peu importe, je leur demande à la fin 3 livres qu'ils conseilleraient à quelqu'un comme ça qui entrerait dans une librairie et tu lui prendrais comme ça par la main, tu lui dirais ne sors pas de cette librairie sans avoir acheté ces 3 livres. Donc je vais te demander quels sont ces 3 livres, mais pour la nouvelle saison qui arrive, je vais instaurer aussi une nouvelle question que je poserai à chaque invité. Sur ton livre, si tu devais toi te recevoir en tant qu'invité, quelle question tu te poserais à toi, Shedley? Très stylé, très très cool. Écoute, pour le dilemme de la librairie, je les ai déjà. Donc en fait, j'accueille mon invité dans la librairie et il va directement aller lire Le Hobbit de Tolkien. C'est Ah un oui, livre ultra bien accessible, sûr. mais qui est d'une beauté, d'une bonté, d'une générosité exceptionnelle. Je crois que
C'est peut-être mon livre préféré avec le second que je vais te donner, mais je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir voyager, ça va être ton meilleur outil, le Hobbit. On est dans a journey, tu vois, comme le titre du premier film de la trilogie. Je pense qu'on est vraiment sur un ouvrage qui nous fait voyager. Et pas que sur des décors, en fait, pas que sur des terrains et de la cartographie. On est vraiment au-delà de la géographie, on est surtout sur de l'humain, sur de la découverte. On va découvrir différentes créatures, mais qui nous représentent tous, nous, en tant qu'humains. Les nains représentent une certaine catégorie de personnes, les hobbits, une autre catégorie de personnes. Les orques, les urukai, je crois qu'il y en avait à ce moment-là, je me rappelle plus, ça fait un moment que date ma dernière relecture, mais je veux dire, on a aussi les magiciens ou les sorciers, les elfes, et bien évidemment le nécromancien, Sauron. Et je pense que le fait de découvrir un petit peu toutes ces personnes-là, ça nous donne un aperçu à la fois de la vie, mais de toutes les personnes qu'on va croiser aussi et qu'on peut croiser dans notre vie. Et c'est vrai que je me dis, aujourd'hui, si j'avais lu Le Hobbit entre mes 8 et 12 ans, par exemple, j'aurais peut-être été mieux préparé à la vie. Je sais qui aujourd'hui est le nécromancien, qui est Sauron dans notre vie, qui sont mes alliés avec les différents nains, qui sont mes elfes à moi, etc., sur qui je peux compter, qui est mon Gandalf, qui est mon Bilbo. Et donc je trouve ça juste phénoménal comme récit. Donc voilà, Et le d'ailleurs, dans Hobbit Bilbo, avant toute si je peux chose. si je peux me permettre, dans Bilbo, euh, la relation entre les elfes et les nains est beaucoup moins, on va dire, agressive que bon, dans le cinéma. Je pense qu'on a voulu un petit peu l'exagérer, mais dans le Seigneur des Anneaux, dans la trilogie de Peter Jackson, que j'adore, hein, mais la relation entre les elfes et les nains, on dirait qu'ils peuvent pas rester ensemble dans une même pièce, alors que dans le livre Le Hobbit, c'est une relation malgré tout très amicale et ils se chambrent juste un petit peu, mais il n'y a pas du tout cette agressivité Ouais, c'est entre eux. ça. Donc il y a quand même une amitié entre les peuples qui, après, ça part un peu en cacahuète pour d'autres raisons, hein, lorsqu'il y a la bataille des cinq armées. Ouais, Mais malgré tout, enfin, je veux dire, ouais. c'est intéressant lorsqu'on a vu tous les films et lu Le Seigneur des Anneaux. Moi, l'année dernière, j'ai tout relu et je me suis rendu compte à quel Ouais. point, en fait, le Hobbit que j'avais lu à 9 ans, eh ben, j'avais oublié qu'il y avait cette relation entre elfes et nains et même avec d'autres personnages. C'est beaucoup plus enfantin, c'est très accessible, très tôt, le Hobbit. Complètement d'accord. Je pense que c'est deux œuvres complètement différentes. Tu as la trilogie du Seigneur des Anneaux qui est un monstre de description, un monstre de découverte et encore une fois de géographie et de politique. Alors que le Hobbit, on est vraiment sur une aventure, encore une fois, qui est très linéaire. Très enfantine, comme tu l'as dit, et très accessible pour absolument tout le monde. Que tu aies 60 ans et que tu n'aies jamais ouvert un livre, comme à 8 ans et c'est ton premier livre et tu es sur le point de partir dans une aventure exceptionnelle. Et comme tu l'as Mm, dit, oui, les relations sont complètement différentes, elles sont beaucoup plus fines et politiques, et moins politiques, pardon, plutôt poétiques sur absolument. le livre de Bilbo. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que les créatures humanoïdes avec qui il y a des relations, il y a aussi les animaux, il y a des peuples d'animaux qu'on ne retrouve pas dans les films, en tout cas on les retrouve, mais leur esprit, leur âme ont été retirés pour être simplement des animaux inconscients. Et c'est vrai que par exemple, les aigles, les grands aigles ont une conscience, ils ont un esprit, ils ont une âme qu'on décrit en fait dans le livre. Et c'est vrai que, encore une fois, ça rajoute un sentiment de liberté d'avoir des aigles qui nous parlent et qui volent et qui partagent et qui nous sauvent, etc. C'est juste fabuleux. Mm, tout à fait, Euh, oui. pour mon deuxième livre, je vais aller très rapidement sur ça. C'est L'Appel du Cthulhu, tout simplement. Ah oui, ah oui, Euh, ah, j'adore. de l'horreur cosmique, comme on en lit de moins en moins. Je Mm. trouve ça phénoménal. C'est la personnification de la peur dans le monde entier. Il y a un côté très tribal à un moment donné qui te met ultra mal à l'aise, avec, tu sais, le côté très, le côté entre guillemets, hein, je vais être très grossier, mais idolation, peut-être cannibalisme Oui, c'est vrai. Ouais. physique, mais aussi psychique Mm. de ce monstre par rapport aux humains qu'il soumet. Il y a un côté très divin, très flippant que moi j'apprécie énormément. Donc je pense que l'appel du Cthulhu doit être
l'une des premières œuvres de d'horreur que tout le monde devrait lire. C'est ultra court, c'est ultra rapide, c'est ultra accessible. Je le relis une fois par an parce que c'est ultra inspirant et je continue de découvrir des choses terrifiantes dans ce bouquin. C'est de l'horreur pure et dure et moi j'adore. Je peux pas dire autre chose que ça. C'est inspirant. Et pour Hmm. le dernier, mon livre préféré all time avec Le Hobbit, hein, complètement différent, l'une de mes œuvres aussi cinématographiques préférées, il s'agit de Shining de Stephen King. Ah Donc oui. Shining, je veux dire, l'une des œuvres les plus inspirantes dans mon parcours. On suit les aventures d'un écrivain en panne totale de créativité et de productivité et qui doit aller s'isoler par contrainte. Hein. C'est pas lui qui souhaitait aller s'isoler pour faire du gardiennage dans un hôtel abandonné lors d'une certaine période, donc en hiver, parce que c'est juste, il y a juste trop de neige et il fait trop froid pour accueillir des visiteurs. Et donc, en fait, il va se retrouver avec sa famille. Et donc là, on va avoir 1 milliard de conflits qui vont être lancés, un conflit interne et psychique avec ce protagoniste qui se cherche et qui est complètement victime de la politique de son, et l'économie et la société dans laquelle il vit. En parallèle, le fait d'être papa, d'être mari, d'être gardien dans cet hôtel-là qui renvoie des ondes assez négatives à ce monsieur qui est déjà victime et donc il va recevoir encore plus fort que n'importe qui ces ondes-là qui sont négatives, parce que ces ondes-là, elles peuvent être aussi positives, parce que son fils notamment a un don qui est le Shining et qui lui va récupérer du coup ces ondes et qui, plutôt que de sombrer comme son papa, bah, lui va créer de Shining, tu vois, qui va complètement illuminer cet hôtel-là. Et donc on va pas spoiler, même si ça date et que normalement tout le monde aurait dû déjà lire ce livre. Mais je veux dire, on va pas spoiler. Mais c'est vrai que ces conflits sont juste exceptionnels. Il y a des histoires dans chaque chambre de ce bouquin, de ce récit. Et donc je suis complètement fan de ça. Ça m'a inspiré sur le plan horrifique. Ça m'a inspiré sur le plan de l'écriture parce que la manière dont Stephen King écrit ses romans est juste phénoménal et ça m'inspire encore aujourd'hui et de voir son évolution depuis Shining et ça et Carrie et quand on le voit aujourd'hui écrire des Holly et des Don't Flinch, je veux dire c'est complètement fou de voir 50 ans d'écriture, hein, je crois que c'est ça. On n'en Moi, est pas loin en tout je cas, suis en mais pleine lecture de Salem, tu vois, donc finalement je suis dans le thème encore, ça va, je m'en sors bien. tu dis quoi, pardon? Salem, je suis en train de lire Salem de Ah, King. Salem, ok, Ouais, yes, ouais. exceptionnel. Trois très bons conseils, bien accompagner le lecteur qui rentre en librairie avec tes conseils, quoi. Ah, c'est génial. Et puis, alors, si je peux me permettre, si ça te dérange pas, Non, j'aimerais bien en rajouter un quatrième parce bien qu'on a sûr. deux livres d'horreur pour un livre de fantasy, entre guillemets. Si je peux me permettre de rajouter un livre qui va accompagner notre Hobbit, c'est Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Ah oui, oui, oui. On est sur un très très gros livre. Donc, alors, il est quelque part aussi dans ma bibliothèque, juste ici, une nouvelle édition. Et Ah là, bah tu de as toute le façon Hobbit des juste éditions de ici. Dumas, il y en a eu 40 là, ces Et t'as dernières années Shining. avec les Il y en films a, et tout. ouais, Ils en ont fait presque il un y en peu a trop là. énormément. Celle-ci, elle est géniale, je l'aime beaucoup, donc je m'amuse à le relire dessus. Mais c'est vrai que le Comte de Monte-Cristo, c'est voilà, Alexandre Dumas fait partie de mes auteurs préférés. Je Hmm. pense que c'est un précurseur dans beaucoup de thématiques, hein. Je trouve que même dans l'horreur, il était bien en avance, bien en amont de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il a été précurseur, ouais. Et pourtant il était méprisé à son époque, parce que trop populaire. Complètement, exactement. Alexandre Dumas, de son vécu, n'a pas eu la popularité qu'il méritait. Et c'est vrai Hmm. que post-mortem, on s'est amusé, hein, sur son dos parce que c'est un monstre. Et je pense que, en tout cas, c'est un bel hommage qu'on lui donne aujourd'hui avec tout ce qui se Hmm. fait en termes de culture, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'Alexandre Dumas est un monstre. Et aujourd'hui, moi, je m'amuse à lire beaucoup de ses récits. Je crois que la Dame Pâle, je crois, qui est vraiment le Twilight de l'époque. Donc ceux qui ont apprécié les livres de vampires et de loups-garous de l'époque et les Hmm. romances un petit peu entre humains et ombres de la nuit noire, c'est vrai qu'ils vont adorer la Dame Pâle. Et donc je pense que le Comte de Monte-Cristo aussi fait partie de ces œuvres-là qui méritent d'être lues et relues. Ah ouais. C'est une aventure exceptionnelle et je m'en inspire énormément pour mon prochain livre. Bah, je suis bien d'accord. Bah, ça fait quatre très beaux conseils que je valide, donc merci beaucoup. Alors, quelle question tu te serais posée
Je reviendrai peut-être à l'idée de l'inspiration. C'est vrai, comment est-ce que je pense qu'aujourd'hui, l'horreur, j'ai du mal à m'imaginer être écrivain, écrire de l'horreur sans avoir vécu des choses. Et c'est vrai que la question que je me poserais, c'est pourquoi et comment est-ce que tu es venu à écrire de l'horreur alors que tu aurais pu écrire n'importe quoi d'autre? Et je Ouais. répondrais par la simple et même réponse que Stephen King pourrait vous donner comme J.P. Lovecraft ou peu importe, c'est qu'aujourd'hui, alors peut-être pas Lovecraft parce que lui son horreur elle vient aussi de la xénophobie donc on va éviter de le citer comme exemple. Mon horreur à moi elle vient de tout ce qui m'entoure et c'est vrai que à un moment donné tu sais dans ma vie je me pose la question est-ce que je mérite tout ça? Est-ce que je mérite tout ça? Est-ce que Mm. aujourd'hui les choses que je vis le fait tu vois d'avoir vécu certains problèmes de santé qui aujourd'hui ont été vraiment horribles à vivre. On parle de santé, mais aussi est-ce que la santé de mes proches et les répercussions que ça a sur ma vie personnelle, bien évidemment avec toute empathie pour leur vie à eux, mais aussi sur ma vie, les répercussions que ça a, est-ce que je mérite ça en tant qu'humain? Les disputes qu'on va avoir avec nos proches, est-ce qu'on mérite ça? Est-ce qu'on mérite de se faire virer de son appartement parce qu'on est musulman? Est-ce qu'on mérite d'entrer dans certaines librairies et de ne pas avoir le sourire qu'on donne aux autres parce que tu es différent? Est-ce que dans les entretiens, pour avoir du travail, pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à avoir de travail ici en France? Donc en fait, tout ça se mélange. Pourquoi est-ce que j'étais interdit de photo de classe à mes 4 ans? Tu te poses toutes ces questions et tu te dis en fait, ça ne sert plus à rien d'en discuter, d'en parler à travers des conférences, à travers des podcasts, etc. À un moment donné, il faut choquer les gens. Je pense que c'est un petit peu ma philosophie de cette année pour cette rentrée et pour 2026. C'est ma devise, choquer les gens. Il faut les choquer. À la fois les bons comme les mauvais, les bonnes personnes comme les mauvaises. Parce que il faut que les gens ouvrent les yeux sur ce qu'on vit au quotidien quand on est différent. Et quand on est différent, ça ne veut pas dire juste on est noir ou arabe. Quand on est petit, quand on est gros, quand on est une femme, quand on est enceinte, quand on a ses règles, tout ça c'est être différent. Quand on a une certaine coupe de cheveux, quand on ne répond pas aux critères, aux standards de beauté que les gens ont comme attente. Tout ça, c'est être différent. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand tu regardes par exemple l'entrepreneuriat, le milieu dans lequel j'évolue depuis 8 ans, il est très monotone. Aujourd'hui, 90% des entrepreneurs qui réussissent viennent d'HEC ou de Polytechnique. Si tu veux lever des fonds, il faut que tu aies un diplôme de cette école. Et si tu veux faire cette école, il faut que tu aies fait le bon lycée. Et pour faire le bon lycée, le bon collège et la bonne primaire, il faut être né dans la bonne famille. C'est un challenge. Et quand tu n'es pas ces personnes-là, c'est ça que j'appelle différent. Quand tu es plus barbu qu'une autre Mm. personne, quand tu as certaines convictions, quand tu décides de porter un signe distinctif, etc., c'est ça être différent. Et donc moi, j'ai envie de choquer à la fois les personnes qui ne sont pas au courant que c'est ce monde-là dans lequel on vit, mais aussi de pouvoir aussi créer de la représentation parce que je ne suis pas seul à vivre ça. Et aujourd'hui, bah, rien que le prologue de Bouloulou a permis à des dizaines de personnes de pouvoir se sentir représentées là où on n'a jamais vu ça avant. Et donc ça, c'est une fierté et j'en fais mon challenge pour cette année encore plus que l'année dernière. Bah, je rappelle Bouloulou, en tout cas, qui est un très très bon livre. Et franchement, bravo. J'ai hâte de lire le second. Moi, comme je le dis Merci. souvent, je reçois sur mon podcast que les livres que j'ai aimés. J'en reçois beaucoup des livres, je reçois beaucoup de propositions. J'ai un travail à côté, ma vie est très belle à côté. Tout ça, c'est que de la passion. Donc, si je reçois un auteur et si j'en dis du bien, c'est que je l'ai aimé. Je n'ai rien à gagner à dire que j'ai aimé un auteur si ce n'est pas le cas. Donc, vous pouvez me croire si vous voulez lire un bon roman d'horreur qui se lit en une nuit et si vous voulez être effrayé jusqu'au bout, mais avoir toute la profondeur qu'a dit Shelley depuis le début de l'émission, c'est le livre idéal. Bravo pour ce que tu fais et j'espère qu'on te recevra pour ton Merci. second roman du coup. Et écoute, c'est tout ce que je me souhaite et tout ce que je nous souhaite. Et encore une fois, hein, je l'ai dit haut et fort sur Twitter, un grand merci pour ta lecture du Bouloulou. Et surtout, encore une fois, j'insiste, hein, mais je te suivais avant de discuter avec toi, avant de t'envoyer mon livre et de t'en parler. Donc c'est un honneur d'être ici avec toi, d'échanger avec toi, de pouvoir s'envoyer des DM de temps en temps et de se Hmm. partager des recommandations. Ça,
c'est juste exceptionnel et trop trop cool. Moi, je continue de suivre tes recommandations. Tu as beaucoup de livres que tu m'as recommandés qui se baladent par ici. Donc, encore une fois, merci pour tout ça Bah, et merci c'est pour l'invitation. bah, c'est gentil. L'honneur est partagé et ça a été un vrai bonheur et une vraie joie. Merci Adrien. À très Allez, vite. ciao.